Le stylo était encore dans ma main quand elle a parlé. « Tu peux partir maintenant. Ce n'est plus ta maison ici. Ma fille, mon unique fille. » L'encre sur l'acte de propriété était encore fraîche. La table de l'étude du notaire avait à peine eu le temps de refroidir. Et Sophie me regardait comme si j'étais une invitée indésirable, quelqu'un qu'elle tolérait par obligation. Elle n'a même pas attendu que le notaire soit parti. Elle m'a tourné le dos et a commencé à traîner des meubles. Comme pour nettoyer la scène d'un crime. Le crime, c'était moi. Je suis restée figée. Mes doigts serraient l'anse de mon sac, comme si cela pouvait me maintenir debout. Le sol semblait instable sous mes pieds. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, d'une voix faible, presque ridicule. « Je commence à vivre, sans interférence, sans drame, sans mère. » Elle a dit ça avec un sourire qui m'a glacé le sang. Un sourire que je ne lui connaissais pas. Ma fille avait disparu sous mes yeux. J'ai marché jusqu'à la porte sans savoir comment. Chaque pas était lourd, comme si je portais le poids de 70 ans sur mes épaules. Dehors, le monde continuait, comme si de rien n'était. Les oiseaux, les enfants, l'odeur du pain de la boulangerie du coin. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'était brisé pour toujours. Et pourtant, même si tout s'effondrait, je n'ai pas pleuré. Parce qu'à l'intérieur de mon sac, à côté de mon portefeuille et de mes clés, il y avait un autre document. Un document dont Sophie n'avait pas la moindre idée de l'existence. Et c'était à cause de lui qu'elle allait encore regretter chaque parole. Si cette histoire vous a déjà donné la chair de poule, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la petite cloche. Ici, chaque histoire est un secret révélé, un retournement de situation qui émeut. Ne manquez pas le prochain épisode. Il pourrait être exactement ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Faites partie de l'aventure. Mon nom est Chantal Moreau. Mais cela fait longtemps que personne ne m'appelle comme ça. Pendant 40 ans, je n'ai été que la mère de Sophie. Avant ça, la femme de Michel. Et, en fin de compte, je n'ai jamais été simplement Chantal. C'est étrange comme on disparaît lentement, sans s'en rendre compte. Un jour, on a des rêves, des projets, la tête pleine d'idées. Le lendemain, on demande si quelqu'un veut plus de riz ou s'il faut repasser l'uniforme pour l'école. Je me suis mariée à 19 ans. Michel était chauffeur de bus, je travaillais dans une blanchisserie. Nous n'avions rien, mais nous avions de la volonté. Et nous avions Sophie, qui est arrivée tôt, à mes 21 ans. Elle était tout. Mon monde, ma raison d'être. Et sans que je m'en aperçoive, ma prison aussi. Michel est mort un samedi. Crise cardiaque foudroyante. Elle avait 13 ans. Ce jour-là, j'ai enterré mon mari et j'ai commencé à porter le poids de nous deux. J'ai travaillé chez des gens, comme femme de ménage, aide à domicile, cuisinière. J'ai tout fait. J'avalais la fatigue, j'avalais la peur, j'avalais même la faim du moment qu'elle avait de quoi manger. Sophie a grandi et est devenue une femme forte, déterminée, belle. Elle a étudié grâce à une bourse, diplômée en droit. Elle a trouvé un travail, s'est mariée, a eu une fille, ma petite fille Camille, la lumière de mes yeux. Mais avec le temps, Sophie est devenue plus dure, plus pratique. Si pratique qu'un jour, elle m'a dit, de la voix la plus froide que j'ai jamais entendue. « Maman, pourquoi tu insistes encore pour t'occuper de moi ?» Cette phrase m'a anéantie, parce que je n'ai jamais su vivre autrement. Je ne suis pas une sainte. J'ai beaucoup d'erreurs. J'ai crié quand j'aurais dû serrer dans mes bras. Je me suis tue quand j'aurais dû parler. Mais tout ce que j'ai fait, c'était par amour. Un amour étouffant peut-être, mais sincère. Vu de l'extérieur, j'avais l'air d'une femme forte. Et je l'étais. Sauf qu'à l'intérieur, j'étais fatiguée de ne pas être vue, de ne pas être entendue, d'être seulement la mère de quelqu'un. Ce mois-là, ma retraite avait du retard. Et Sophie m'a demandé de mettre la maison à son nom, juste pour un temps, pour l'aider à obtenir un prêt. Elle a dit que c'était de la paperasse, que rien ne changerait. Et moi, j'ai signé. Parce que je croyais encore que l'amour d'une fille était un port d'attache sûr. Qu'entre une mère et sa fille, la trahison n'existait pas. Mais 3 jours plus tard, elle m'a montré qu'elle existait bel et bien. Et c'est là, debout dans la rue, l'âme en lambeaux, que j'ai compris que cette histoire n'allait pas se terminer dans la pitié. Elle allait se terminer par la justice. Et moi, je ne serai plus la femme qui baisse la tête. Plus jamais. Je ne voulais pas grand-chose. Je ne rêvais ni de bijoux, ni de voyages, ni de grands hommages. Mon rêve était plus silencieux, plus invisible. Je voulais
être vue. Qu'on pense à moi en milieu d'après-midi avec un appel qui ne demande rien. Qu'on m'appelle maman sans ce ton de reproche. M'asseoir à table et entendre un merci sincère, même pour une bêtise, comme laver les draps ou faire ce gâteau au yaourt que Sophie disait adorer. Je voulais que ma présence soit un désir, et non une obligation. Pendant des années, j'ai confondu l'affection avec l'utilité. Si j'étais toujours disponible, si j'étais la première à offrir mon aide, si je devinais ses volontés avant même qu'elles ne soient dites, peut-être que cela me garantirait de l'amour. Mais avec le temps, j'ai commencé à réaliser que l'amour qui se mesure au service a une date d'expiration. Et la mienne était en train d'arriver à terme. Je le voyais entre les lignes. Dans son regard impatient quand je racontais une vieille histoire. Dans le soupir déguisé quand je lui demandais si elle voulait de l'aide. Dans la façon dont Sophie me coupait la parole, comme si ce que je disais n'avait aucune importance. Mais le pire, c'était les dimanches. Le dimanche avait toujours été le jour de notre café ensemble. Toute petite, elle descendait du lit, les cheveux en bataille, s'asseyait à table et disait « Aujourd'hui, c'est le jour pour rester avec toi, maman ». Mais depuis des mois, ces dimanches étaient devenus vides. Elle prenait son café les yeux sur son portable ou ne s'asseyait même pas. Camille essayait d'engager la conversation, mais Sophie était toujours trop occupée. J'ai commencé à sentir que ma présence était une gêne. Un souvenir vivant de quelque chose qu'elle préférait oublier. Peut-être le poids de la culpabilité, ou peut-être juste la lassitude d'avoir une mère âgée vivant à la maison. Et puis la demande est venue. « Maman, tu peux transférer la maison à mon nom ? C'est juste pour une histoire de prêt. Ça ne change rien. La maison reste à toi, bien sûr. Il faut juste qu'elle soit à mon nom pendant un certain temps. » Elle parlait naturellement, comme quelqu'un qui demande un verre d'eau. Et moi, j'ai hésité. Non pas parce que je doutais de la parole de ma fille, mais parce que, une seconde, j'ai pensé « Et si un jour elle veut que je parte ?» Ce doute m'a empêché de dormir cette nuit-là. Je suis restée à regarder le plafond avec une boule dans l'estomac. Mais le lendemain, en voyant Camille rire avec moi dans la cuisine, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Elle n'en serait pas capable, ai-je pensé. Et je suis allée chez le notaire. J'ai signé les mains tremblantes. J'ai regardé Sophie et j'ai demandé tout bas « Tu jures que c'est juste de la paperasse ?» Elle a ri. Un rire de pitié. « Maman, tu vois des problèmes partout. » Bien sûr que c'est juste ça. C'était un mensonge. Mais je ne le saurais que quelques jours plus tard. À ce moment-là, j'y croyais encore. J'espérais encore qu'un jour, elle m'inviterait à déjeuner au restaurant. Qu'elle dirait, comme quand elle était enfant, « Tu restes avec moi aujourd'hui, maman ?» Je voulais sentir que je comptais. Je voulais voir sur son visage un reflet d'amour. Un amour authentique. Pas celui qui vient à cause de ce que vous faites, mais celui qui existe pour qui vous êtes. C'était ça. Je voulais juste me reconnaître à nouveau comme une personne. Pas comme une pièce. Pas comme un accessoire. Et pour ça, j'ai tout accepté. J'ai accepté les silences. J'ai accepté les regards durs. J'ai accepté les « tu te mêles de tout », les « je sais déjà, pas la peine de répéter », les « c'est dans ta tête ». Parce que sous tout ça, il y avait l'espoir qu'un jour, elle se réveillerait et verrait que j'étais là, entière, présente, solide, attendant d'être aimée, non pas comme une mère qui sert, mais comme une femme qui le mérite. Mais ce jour-là, chez le notaire, quand je l'ai regardé dans les yeux et que je n'ai rien vu, ni tendresse, ni culpabilité, ni doute, juste de la froideur, quelque chose en moi a commencé à changer. Et quand elle m'a dit, quelques jours plus tard, « Je n'ai plus besoin de toi », j'ai su. Mon désir n'était plus d'être vu par elle. Mon désir maintenant était qu'elle ressente tout ce qu'elle m'avait fait ressentir, qu'elle sache ce que c'est que d'être à l'extérieur de la vie de quelqu'un, qu'elle goûte au goût amer d'être remplacée, ignorée, jetée, non pas par vengeance, mais parce que, parfois, la douleur est le seul langage que certaines personnes comprennent. Et moi, j'étais enfin prête à parler cette langue. L'après-midi était étouffant, ciel couvert, pas de vent. Un calme étrange planait sur la maison ce jour-là. Je venais de mettre la nappe propre, comme chaque vendredi. J'avais préparé le café, disposé les couverts. C'était une habitude. Sophie avait toujours aimé que tout soit impeccable. Ou aimait. Elle est rentrée du travail le visage fermé. Elle ne m'a même pas regardée. Derrière elle, Camille montait les escaliers en courant, comme pour fuir quelque chose. Ça m'a fait mal. Elle venait toujours m'embrasser avant d'aller dans sa chambre. Mais ce jour-là,
Rien. Sophie a posé son sac sur le canapé et m'a dévisagé comme quelqu'un qui a une mission désagréable à accomplir. Il faut qu'on parle. Les mots sont tombés comme un avertissement de tempête. Sec, court, précipité. Je me suis assise. Elle est restée debout. Maman, je pense qu'il vaut mieux que tu te trouves un autre endroit où vivre. J'ai cru avoir mal compris. Qu'est-ce que tu veux dire, Sophie ? Elle a pris une profonde inspiration, impatiente. Tu sais que cette maison est maintenant à mon nom. Eh bien, tu mérites un endroit à toi, un espace à ton image. Ici, ce n'est plus possible. Cette phrase m'a glacée. Tu mérites un endroit à toi. C'était la façon la plus cruelle de me dire que je n'étais plus la bienvenue. J'ai signé ces papiers uniquement parce que tu as dit que c'était temporaire, que c'était pour un prêt, Sophie. Et c'était le cas. Mais les choses ont changé. J'ai besoin de mon intimité. Et toi, tu as ta vie, tes affaires. Mes affaires. Les mêmes qu'elle avait déjà fait mettre en carton sans me le dire. Je me suis levée lentement. Je suis allée dans le couloir. Les cartons étaient là, empilés. Toute mon existence réduite à 3 boîtes en carton. Je suis ta mère, Sophie. Cette maison a été construite avec la sueur de ton père et la mienne. Mais légalement, elle est à moi. Et émotionnellement, elle a cessé d'être à nous depuis longtemps. Son ton était si net, si froid, qu'il semblait répéter. Je l'ai regardé dans les yeux, cherchant une fissure. Une once de culpabilité. Un regret. Rien. Tu peux rester jusqu'à dimanche, a-t-elle dit, me tournant déjà le dos. Lundi, les ouvriers viennent prendre les mesures. Je vais transformer ta chambre en bureau. Je suis restée là, debout, le cœur battant dans mes oreilles. Ma chambre, celle où je l'ai bercée les nuits de fièvre, où je lui ai raconté des histoires, fait des promesses, prié pour elle, allait devenir un bureau. Quand la porte de la cuisine a claqué, j'ai réalisé qu'elle m'avait laissé parler toute seule. Je suis montée dans ma chambre. Je me suis agenouillée près du lit. J'ai ouvert le dernier tiroir de la commode. À l'intérieur, un dossier rouge. C'était ce qui restait de ma dignité. De vieux documents, des photographies, des certificats. Et une lettre, encore cachetée, adressée à moi. L'écriture était celle de Monsieur François Laurent, l'ancien patron de Michel, puis le mien aussi. Il était décédé quelques jours plus tôt. On m'avait demandé de passer chez le notaire pour signer quelque chose concernant le testament. Je l'ai fait le jour même où j'ai signé le transfert de la maison. Mais la lettre, je ne l'avais pas encore lue. Je me suis assise sur le bord du lit, les mains tremblantes. Je l'ai ouverte avec soin. « Chère Chantal, si vous lisez ces lignes, c'est que je suis déjà partie. Je veux que vous sachiez que votre dévouement et votre loyauté ne sont jamais passés inaperçus. Votre honnêteté a sauvé cette entreprise plus d'une fois. Votre dignité m'a marqué à jamais. C'est pourquoi je vous lègue ce que je considère juste, 50% des actions de la société Laurent Industries, ainsi qu'une somme sur un compte qui pourra vous garantir de vivre le reste de votre vie en toute tranquillité. Vous n'avez besoin de personne. Vous n'en avez jamais eu besoin. Avec affection, gratitude et respect éternel, François Laurent. » Je suis restée là, à regarder ces mots, sentant le poids du papier dans ma main, la valeur de ce silence qu'elle m'imposait maintenant, et la valeur de cette reconnaissance, venant de là où je m'y attendais le moins. Et alors, tout est devenu clair. Sophie m'avait pris ma maison, mais sans le savoir, elle m'avait libérée de toute une vie de soumission. L'humiliation n'était pas terminée, mais à cet instant précis, quelque chose de nouveau a commencé. Et cette fois, je ne serai plus spectatrice. Le dimanche est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Il a plu toute la nuit, comme si même le ciel essayait de retarder ce qui allait arriver. Mais à 8h du matin, Sophie a frappé à la porte de ma chambre. Elle n'a même pas attendu ma réponse. « Maman, le camion arrive dans 1 heure. Les cartons sont déjà dans l'entrée. Laisse la clé sur le comptoir avant de partir. » Elle ne m'a pas regardée. Elle a simplement tourné les talons et est partie. Le bruit de ses pas descendant les escaliers a résonné dans la maison comme l'annonce d'une sentence. Je me suis levée lentement. Chaque os me faisait mal. J'ai plié le couvre-lit avec soin, même en sachant que personne d'autre ne l'utiliserait. J'ai pris le dossier rouge avec la lettre de Monsieur Laurent et l'ai glissé au fond de mon sac. J'ai mis mon manteau. J'ai regardé autour de moi une dernière fois. La chambre était nue. Les murs gardaient encore les échos de ma voix chantant pour l'endormir. Mais maintenant, ils étaient muets. J'ai descendu les escaliers en silence. Dans le salon,
Sophie prenait son café avec Camille, toutes les deux silencieuses. La petite avait les yeux rouges, ou c'était mon impression. Quand elle m'a vue, Camille s'est levée, mais sa mère l'a retenue par le bras. « Laisse ta grand-mère partir. Elle connaît le chemin de la porte. » J'ai respiré profondément. Je suis allée jusqu'à la porte, la tête haute. Sophie s'est levée, a marché jusqu'à la cuisine et est revenue avec quelque chose à la main. « J'allais oublier », a-t-elle dit en me tendant un sac de supermarché. « Il y a quelques-uns de tes médicaments là-dedans. Et un plat préparé. Je ne veux pas que tu dises que je ne t'ai pas aidé. Je ne l'ai pas pris. Garde-le. Tu pourrais en avoir plus besoin que moi. » Elle a ri, d'un rire sec, moqueur. « Tu as toujours été dramatique, maman. Tu pars 2 jours et tu agis déjà comme si tu étais exilée. 2 jours. » Elle croyait vraiment que c'était ça, ou voulait que je le croie. Camille s'est finalement libérée de l'emprise de sa mère et a couru vers moi. Elle m'a serré fort dans ses bras. « Mamie, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. » Ma voix est à peine sortie. « Tout va bien, mon amour. Mamie va trouver une solution. » Je lui ai embrassé le front et je suis sortie. Sur le trottoir, le camion de déménagement attendait. Le chauffeur n'est même pas descendu. Il m'a juste regardé, avec ce regard qui mêle pitié et gêne. J'ai mis les cartons dans le compartiment avec l'aide d'un jeune homme maigre, qui ne m'a pas adressé la parole. Il faisait juste son travail. Froidement, rapidement, indifféremment. Les 3 cartons, une valise. Et moi. « On va où, madame ?» a-t-il demandé, déjà au volant. « À la gare routière. » Il m'a regardé dans le rétroviseur, sans rien demander d'autre. C'était peut-être mieux ainsi. Le siège était dur, la route mouillée, et le silence, assourdissant. Quand je suis arrivée à la gare routière, je n'avais nulle part où aller. Je ne connaissais personne en dehors de ce quartier. Je n'avais jamais voyagé seule. Je n'avais jamais dormi hors de chez moi, sans savoir où je me réveillerais. Je me suis assise sur l'un des bancs en fer. J'ai serré mon sac contre moi. Les gens passaient en hâte. Personne ne me voyait. Il pleuvait de nouveau. Peu à peu, l'endroit s'est rempli de silhouettes étranges. Des gens avec des sacs poubelles à la place des valises. Des enfants aux vêtements déchirés. Un vieil homme dormait recroquevillé dans un coin, couvert de carton. J'étais l'une d'entre eux maintenant, une femme invisible. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ont flanché. Je me suis rassise et j'ai pleuré, doucement, sans un bruit. Une employée de la gare s'est approchée. « Madame, vous allez prendre un car ?» J'ai secoué la tête. « Alors vous devez vous en aller. La zone d'embarquement est réservée aux voyageurs. » Je voulais juste m'asseoir un peu. » Elle a soupiré, lasse. « Il y a un foyer d'hébergement à 6 rues d'ici. Vous pouvez essayer là-bas. C'est là qu'on envoie ceux qui n'ont nulle part où aller. » Cette phrase m'a fait plus mal que n'importe quelle gifle. Ceux qui n'ont nulle part où aller. Je suis partie en marchant sous la pluie fine. Chaque pas pesait des tonnes. Les rues étaient vides. Les voitures m'éclaboussaient. Personne ne s'arrêtait. Personne ne remarquait. Je suis finalement arrivée au foyer. Un vieil immeuble avec une odeur de moisi et un sol glissant. Il y avait une file de gens à la porte. Certains parlaient seuls, d'autres dormaient debout. Je me suis mise dans la file. Quand mon tour est arrivé, une femme en blouse m'a donné un matelas et une couverture. Elle n'a pas demandé mon nom. Elle n'a pas souri. Elle a juste noté quelque chose sur un presse-papier et m'a indiqué le chemin. Le dortoir était une grande salle froide, sans fenêtre. Des lits de camp recouverts de draps sales. Un ventilateur cassé faisait du bruit dans un coin. Des femmes de tous âges dormaient là. Certaines pleuraient, d'autres toussaient. Une priait à voix basse. Je me suis allongée sur le matelas avec mon manteau encore mouillé. J'ai serré mon sac. J'ai fermé les yeux. Et j'ai souhaité mourir. Là, dans le silence. Loin de tout. Mais je ne suis pas morte. Pendant la nuit, une vieille dame aux cheveux blancs a engagé la conversation. Elle m'a appelée mamie, sans même me connaître. « C'est votre première fois ici, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Elle a souri, mais ses yeux étaient vides. On s'habitue. On m'a mise à la porte de chez moi. Elle a hoché la tête, sans surprise. C'est le cas de la plupart d'entre nous ici. À cet instant, j'ai réalisé quelque chose de terrible. Je n'étais pas spéciale. Je n'étais pas la seule, ni la première. J'étais juste une de plus. Une autre mère, jetée comme un vieux meuble. Et sur ce matelas immonde, entre les toux et les murmures, j'ai compris. C'était ma nouvelle réalité. Du moins,
C'est ce qu'il semblait. La nuit s'est écoulée lentement. Le matelas grinçait à chaque fois que je bougeais. L'odeur du foyer était humide, aigre, imprégnée dans les murs. Dehors, le vent sifflait par une fenêtre mal fermée. Et en moi, un silence absolu. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais plus la force. J'ai passé la nuit éveillée, à regarder le plafond fissuré, me demandant quand, exactement, j'avais cessé d'exister en tant que personne pour ne devenir qu'une fonction. Mère, aide, soignante, cuisinière, habitante de la maison des autres. Là, dans cet endroit où personne ne connaissait mon nom, où personne ne voulait le savoir, je n'étais qu'un corps de plus dans l'obscurité. Tôt le matin, on nous a appelés pour le petit déjeuner. Il était servi dans une longue file, où le pain était dur et le café, presque transparent. J'ai pris mon plateau et je me suis assise sur un banc dans un coin. Une femme plus jeune, avec des bleus sur le bras, a engagé la conversation. La première nuit est toujours la pire. Après, le cœur se ferme. On apprend à ne plus rien ressentir. J'ai hoché la tête, sans avoir le courage de raconter mon histoire. Comment raconter que ma fille m'avait mise à la porte? Comment expliquer que ma petite fille avait pleuré et que malgré tout, on m'avait laissé partir? J'ai pris le plat que Sophie m'avait donné et je l'ai jeté à la poubelle. Ce n'était pas de l'orgueil. C'était du dégoût. Rien que de penser qu'elle croyait que ce geste faisait d'elle une bonne fille. Mon estomac se nouait. Je suis retournée dans le dortoir et je me suis assise sur le même matelas. J'ai serré mon sac, comme s'il pouvait me protéger. Et puis, j'ai sorti le dossier rouge. La lettre de Monsieur Laurent. J'ai relu chaque mot. Je les connaissais déjà par cœur. Mais j'avais besoin de toucher à nouveau ces lignes. Parce qu'elles contenaient quelque chose que plus personne ne me donnait. De la valeur. Vous n'avez besoin de personne. Vous n'en avez jamais eu besoin. Ces mots martelaient dans ma tête comme un mantra. Et là, au milieu de la saleté, de la douleur et de l'oubli, une graine a germé. La graine du « ça suffit », assez de supplier pour avoir une place, assez d'essayer de tenir dans un amour qui ne m'accueillait plus, assez de mendier de l'affection comme on demande l'aumône. J'ai respiré profondément. J'avais peut-être perdu la maison, la chambre, la place à table, mais j'avais encore ce qu'elle ne pouvait pas effacer, la vérité. Et maintenant, j'en avais aussi les moyens. Je me suis souvenu de l'avocat de Monsieur Laurent, un homme sérieux, discret. Il m'avait expliqué, le jour de la signature du testament, qu'au moindre doute, il suffisait d'appeler. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais le choix. Rester là, à attendre que quelqu'un me remarque, ou me lever et me faire voir, ne serait-ce que par un juge. J'ai pris mon sac. Je suis allée à l'administration du foyer et j'ai demandé la permission d'utiliser le téléphone. Uniquement les appels locaux, a dit la réceptionniste, pressée. C'est un appel local, un cabinet sur le boulevard Haussmann. Elle m'a regardée par-dessus ses lunettes, méfiante, mais elle m'a laissé faire. J'ai appelé. La secrétaire a répondu. Elle m'a reconnue immédiatement. Madame Moreau, Maître Lefebvre a demandé de vos nouvelles hier encore. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à vous expliquer concernant le testament. Nous avons pris rendez-vous pour l'après-midi même. Je suis retournée dans le dortoir. Je n'ai rien dit à personne. J'ai plié la couverture, rangé mes affaires et quitté le foyer d'un pas ferme. La rue était encore mouillée, mes chaussures trempées. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Je savais où aller. J'ai pris 2 bus et je suis arrivée à l'immeuble du cabinet. Un bâtiment ancien, mais bien entretenu. Le gardien m'a regardé étrangement. Peut-être à cause de l'odeur du foyer imprégnée en moi. Peut-être à cause de mes vêtements froissés. Mais je m'en fichais. J'ai monté les 3 étages par l'escalier. Quand je suis entrée, l'avocat a souri. « Madame Moreau, quel plaisir de vous voir. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Je me suis assise. Ces paroles sont venues par vagues calmes, mais précises. Vous êtes héritière de 50% des actions de la société Laurent Industries. Et vous avez également droit à une somme déposée sur un fonds privé qui est déjà en cours de transfert. Combien ? Ai-je demandé, la voix sèche. Il a souri en ajustant ses lunettes. Assez pour que vous puissiez acheter une maison, vivre dans la dignité et, si vous le souhaitez, poursuivre en justice ceux qui vous ont fait du mal. Je suis restée silencieuse. Le monde semblait tourner au ralenti. Envisagez-vous d'engager une action en justice contre votre fille ? A-t-il demandé, gentiment. Je n'ai pas répondu. Parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore si je voulais la justice, ou simplement un nouveau départ. Je ne suis retournée au foyer que pour récupérer mes affaires. J'ai laissé le matelas plié,
la couverture à sa place, comme pour m'excuser d'avoir pris trop de place. En sortant, la vieille dame aux cheveux blancs qui m'avait accueilli la première nuit m'a embrassé sur le front. « Revenez quand vous voulez, mamie. Mais j'espère que vous n'en aurez jamais besoin. Je suis partie. » Et pour la première fois depuis des jours, le soleil est apparu. Le monde était encore dur. Les blessures faisaient encore mal. Mais quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus cette femme silencieuse, jetable. J'étais quelqu'un avec une histoire. Et, maintenant, avec un plan, si cette scène vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like et commentez ci-dessous ce que vous feriez à ma place. Parfois, un simple témoignage peut ouvrir les yeux de beaucoup de gens. Votre voix ici compte aussi, et pourrait être exactement ce qu'une autre personne a besoin de lire. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Camille. J'ai quitté le foyer, le dossier rouge serré contre ma poitrine, avec une seule destination en tête, la banque. L'avocat m'avait conseillé de voir la directrice qu'il m'avait recommandée, une femme nommée Isabelle, discrète, de confiance. Il m'a dit qu'elle m'expliquerait tout. J'ai pris un taxi, payé avec le dernier argent qu'il me restait. En arrivant, j'ai senti les yeux de tout le monde à la réception sur moi. Ils me regardaient comme si j'étais perdue. Et peut-être que je l'étais, mais pas comme ils le pensaient. Je viens parler à la directrice, Isabelle Durand. J'ai rendez-vous. La réceptionniste a hésité, examinant mon apparence. Elle a probablement pensé que je m'étais trompée d'endroit. Mais après avoir tapé quelque chose sur son ordinateur, son visage a changé. « Madame Chantal Moreau ?» J'ai acquiescé. Un instant. On m'a conduite dans un salon privé, avec des fauteuils confortables et une table en bois sombre. Un environnement où, de toute évidence, on ne s'attendait pas à trouver une femme en jean mouillé et les cheveux attachés avec un élastique. Isabelle est entrée quelques minutes plus tard. « Madame Moreau, enchantée, Maître Lefebvre m'a prévenu de votre venue. Soyez tranquille, nous sommes là pour garantir votre sécurité et vos droits. » Elle a ouvert un dossier et m'a remis plusieurs documents. « Vous êtes désormais titulaire d'un compte créditeur d'un montant supérieur à 700 000 € provenant du testament de François Laurent et actionnaire majoritaire à 50% de la société Laurent Industrie. L'autre moitié a été divisée entre 3 associés minoritaires, tous d'anciens employés. Aucun membre de la famille directe. » J'ai écouté ces mots sans réaction, comme si elle parlait de quelqu'un d'autre. Cela signifie que je suis propriétaire de la moitié de l'entreprise. Et l'argent est déjà disponible sous votre responsabilité. Voici la carte provisoire et les coordonnées du compte. J'ai pris la carte avec des mains tremblantes. Cela semblait un rêve ou un piège, mais ce n'était pas le cas. Tout était là, légal, authentifié, enregistré. Vous pouvez retirer, transférer, investir, acheter un bien immobilier, faire ce que vous voulez. En sortant de la banque, je me suis assise sur un banc dans un square et je suis restée là, pendant des heures, avec la carte dans ma poche et le cœur battant à tout rompre. J'étais libre, pour la première fois de ma vie. Mais il y avait encore quelque chose à régler. Camille m'a envoyé un message ce soir-là. Elle disait qu'elle était inquiète, que Sophie avait inventé que j'étais partie en voyage pour réfléchir. J'ai ri toute seule. La honte était si grande que ma propre fille préférait mentir plutôt que d'admettre qu'elle m'avait mise à la porte comme un chien. J'ai répondu calmement. « Je vais bien. On se voit bientôt. Je dois régler quelques affaires avant. » Je suis allée dans un petit hôtel, propre, où personne ne me connaissait. J'ai dormi dans un vrai lit, avec des draps qui sentèrent la lavande. J'ai pris une douche chaude. J'ai mangé lentement. Et j'ai réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais faire de cet argent, à ce que j'allais faire de ma douleur. Le lendemain matin, je suis retournée au cabinet de Maître Lefebvre. « Je veux engager une procédure », ai-je dit fermement. Il a levé les yeux de son ordinateur. « Contre votre fille ? » ?»« Non, contre le délit qu'elle a commis. » J'ai tout expliqué. La promesse verbale que la maison n'était qu'une garantie temporaire, l'expulsion, la manipulation affective. J'ai raconté les détails du déménagement, les cartons, le plat préparé, l'indifférence. Maître Lefebvre a tout écouté en silence. Puis, il a hoché la tête. Cela constitue un abus de faiblesse et une contrainte morale sur personne vulnérable. Nous avons une base solide pour contester la validité du transfert et demander des dommages et intérêts. J'ai signé les papiers sans hésiter. Cet après-midi-là, je me suis assise dans un café discret, j'ai commandé un thé et j'ai appelé Camille. « Mamie, où es-tu ? S'il te plaît, dis-moi. » « Je vais bien, mon amour. J'avais besoin de temps. »
Mais maintenant, je veux te voir. » Elle m'a rejoint en moins d'1 heure. Quand elle m'a vu, elle a fondu en larmes. « Maman a menti à tout le monde. Elle a dit que tu exagérais, que tu avais voulu partir. Mais je savais que c'était un mensonge. Je le sentais. J'ai serré ma petite fille dans mes bras. Calme-toi, ma fleur. Maintenant, tout va bien se passer. Où as-tu dormi, mamie ? Dans un foyer au début. Mais ensuite, les choses ont changé. » Elle m'a regardée, confuse. J'ai sorti de mon sac une copie de la lettre du testament et je la lui ai mise dans la main. « Ton grand-père m'a laissé ça. Et maintenant, je fais ce qu'il aurait fait s'il était là. Je me défends. » Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. « Mamie, tu vas rentrer à la maison ? Non, cet endroit n'est plus le mien. Mais ce qu'on m'a pris de force, je vais le récupérer en justice. Et ce n'est pas seulement pour la maison, c'est pour tout. Pour le respect. Pour le droit d'exister dans la dignité. » Elle m'a serré la main. « Je serai avec toi jusqu'au bout. Tu n'es pas seule. » À ce moment-là, j'ai compris. La vie avait recommencé. Mais cette fois, c'était avec une voix, avec un nom, avec un pouvoir. Et pour la première fois, avec la liberté. Ce matin-là, quelque chose a changé dans mon regard. Ce n'était pas de la colère, ni de la haine. C'était autre chose. Une clarté froide, silencieuse, de celle qui voit enfin le monde tel qu'il est, sans filtre, sans illusion. J'avais passé ma vie à essayer d'être suffisante, gentille, discrète. Prendre soin était ma façon d'aimer, et je croyais, sincèrement, que cela suffisait. Mais suffire n'a jamais suffi à personne. Et maintenant, avec tout ce que je savais, tout ce que je portais, non pas en argent, mais en histoire, en cicatrices, j'étais dangereuse, invisible, mais létale. J'avais un plan, et le temps pour moi. J'ai acheté de nouveaux vêtements, discrets, élégants, cheveux coiffés, maquillage léger. J'ai loué un petit appartement, mais moderne. J'ai acheté les meubles au comptant, pas de crédit. Peu à peu, j'ai reconstruit mon image et ma posture. J'ai ouvert un compte professionnel. J'ai créé une micro-entreprise de conseil à domicile, quelque chose de symbolique, mais légitime. Je voulais que tout soit dans les règles. Chaque papier à sa place. J'ai commencé à assister aux réunions au siège de l'entreprise dont j'étais désormais associée. Au début, les cadres ne me prenaient pas au sérieux. Ils me traitaient comme la dame héritière. Mais il n'a fallu que 2 réunions pour qu'ils comprennent qui j'étais. Je lisais les rapports avant chaque réunion. Je prenais des notes. Je remettais en question les contrats mal ficelés. J'ai identifié 2 détournements comptables et j'ai licencié un directeur. Avec classe, en silence, mais avec une précision chirurgicale. En moins de 3 semaines, je suis devenue le sujet de conversation au sein de l'entreprise. Non pas comme la veuve de Michel, mais comme la nouvelle patronne. Pendant ce temps, le procès contre Sophie suivait son cours en secret. Maître Lefebvre était méticuleux. Nous avons rassemblé des conversations par message, des témoignages et même des images de caméras de rue du jour de mon départ forcé. Tout documenté, tout organisé. Sophie ne savait encore rien. Jusqu'au jour où l'huissier de justice a frappé à sa porte avec la convocation. C'est Camille qui me l'a raconté. Elle est devenue toute blanche, mamie. Elle tremblait. Elle a cru que c'était une blague. Puis, quand elle a lu, elle a paniqué. J'ai senti un poids sur ma poitrine. Pas de culpabilité, mais de pitié. Parce qu'elle était là, enfin, à récolter ce qu'elle avait semé. Et ce n'était pas de la vengeance. C'était la justice. Quelques jours plus tard, nous nous sommes vus pour la première fois depuis l'expulsion. C'était au tribunal. Elle était assise avec son avocat, tendue, feuilletant des papiers. Quand elle m'a vue entrer dans la salle, vêtue avec sobriété, d'un pas assuré, elle a cligné des yeux, comme si elle ne me reconnaissait pas. « Maman ?» j'ai répondu par un sourire discret. « Bonjour ». Nous nous sommes assises de part et d'autre de la salle. Le juge est arrivé. Il a lu les chefs d'accusation. Transfert de biens sous contrainte morale. Violence psychologique sur personne âgée. Demande d'annulation de l'acte de vente. Demande d'indemnisation pour préjudice moral et matériel. Son avocat a tenté de négocier. Nous pouvons proposer un accord, monsieur le juge. Mais j'ai été ferme. Pas d'accord. Ce qu'elle m'a pris ne se résout pas avec des excuses. Si ça avait été quelqu'un d'autre, elle n'aurait pas hésité. Elle ne s'attendait tout simplement pas à ce que j'aie la force de réagir. Sophie me regardait comme si elle voyait un fantôme.
Elle ne parvenait pas à comprendre ce qu'elle avait en face d'elle, parce que, dans sa tête, j'étais éternellement faible, éternellement son ombre, éternellement soumise. Mais j'avais changé. À la fin de l'audience, le juge a ordonné une expertise sur les conditions du transfert. Il a demandé une évaluation psychologique. Il a convoqué les voisins à témoigner. L'affaire ne serait pas rapide, mais elle serait juste. Je suis sortie de la salle la tête haute. Dehors, le soleil brillait. Camille m'attendait dans le hall. Elle a pleuré, mamie, dans la voiture. Elle a dit que tu étais cruelle. J'ai regardé ma petite fille avec tendresse. Ce qui est cruel, c'est de jeter quelqu'un de chez soi comme on jette une vieille chaussure. Ça, ce n'est que la conséquence. Camille a hoché la tête, mais ses yeux étaient embués de larmes. Je ne sais plus comment rester là-bas. Tu es une enfant, mon amour. Tu n'as pas à choisir ton camp maintenant. Elle a baissé la tête. Mais je l'ai déjà choisi. Et c'est le camp de celle qui m'a appris à aimer, à respecter, à demander pardon quand on a tort. J'étais émue. Un jour, elle réalisera ce qu'elle a perdu. Mais il sera peut-être trop tard. Nous nous sommes étreintes pendant de longues minutes. La semaine suivante, j'ai déménagé. Dans un appartement plus grand. 3 chambres, un balcon. J'ai acheté un piano d'occasion. J'ai repris les leçons que j'avais abandonnées à 22 ans, à la naissance de Sophie. J'ai aménagé une chambre pour Camille. Je l'ai décorée avec les couleurs qu'elle aime. Un espace juste à nous. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'étais en paix. Mais ce n'était pas encore la fin. Ce n'était que le début. Parce que ce qui vient après la douleur, c'est le pouvoir. Et lui, maintenant, était entre mes mains. Approuvez-vous ce format? C'est par un matin gris que j'ai reçu l'appel de l'avocat. L'expertise est terminée, Madame Moreau. La juge a fixé l'audience finale. Elle souhaite vous entendre personnellement. Votre fille sera également présente. J'ai pris une grande inspiration. L'audience finale, j'ai mis mes plus beaux vêtements. Un tailleur en lin beige, discret et élégant. Cheveux relevés, un collier avec une seule perle. Je ne voulais pas paraître vengeresse. Je voulais paraître entière. En arrivant au tribunal, j'ai vu Sophie de loin, assise seule, pianotant sur son téléphone. Elle portait une robe sombre, le visage défait. Pour la première fois, il n'y avait pas d'arrogance dans sa posture. Il y avait du doute, de la peur. Elle ne m'a pas vue entrer. Et même si elle m'avait vue, cela n'aurait rien changé. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était différente. Il n'y avait pas de public, mais le silence était aussi dense que du verre. La juge, une femme à la parole ferme, a commencé par lire le rapport de l'expert. Contrainte indirecte, manipulation affective et dépendance émotionnelle de la plaignante au moment du transfert de propriété. Sophie a baissé la tête. « Madame Moreau, souhaitez-vous dire quelque chose avant la clôture ?» Je me suis levée. Mes mains étaient froides, mais ma voix est sortie claire. « Madame la juge, je ne veux pas récupérer la maison parce que j'en ai besoin. Je veux le droit de ne pas être jeté comme un vieil objet. Je veux qu'il soit acté que ce que ma fille a fait n'est ni normal ni acceptable. Que les mères ne sont pas des meubles que l'on pousse dehors quand ils prennent de la place. » J'ai fait une pause. J'ai regardé Sophie. Elle me fixait, les yeux embués de larmes. Et je veux la justice, non par vengeance, mais parce que si personne ne dit « ça suffit », cela continuera d'arriver. À d'autres mères, dans d'autres maisons. La juge a hoché la tête, a demandé le silence, et a conclu « Le jugement sera rendu public d'ici 7 jours. L'audience est levée. » Je suis sortie de la salle les jambes flageolantes, mais à l'intérieur, il y avait un soulagement. La douleur n'avait pas disparu. Mais ce n'était plus une prison. C'était un souvenir. À la sortie du tribunal, le vent m'a frappé le visage comme un avertissement. Tout était désormais différent. Sophie m'a suivie sur le parking. Elle marchait lentement, hésitante, comme si chaque pas pesait des tonnes. « Maman, attends. » Je me suis arrêtée. Mais je ne me suis pas retournée. Je sais que j'ai eu tort. Je ne pensais juste pas que tu ferais ça. Je me suis légèrement tournée, juste assez pour la regarder dans les yeux. Et pourquoi ne le pensais-tu pas, Sophie? Parce que tu as toujours tout encaissé. Tu es toujours restée silencieuse. J'ai acquiescé, amère. Oui, je suis restée silencieuse toute ma vie. Mais j'ai appris une chose dans ce foyer. Même le silence a ses limites. Elle a pris une grande inspiration. C'est presque étouffé avec ses propres mots. Je ne savais pas que tu allais atterrir dans un endroit pareil. Parce que tu n'as jamais demandé. Tu n'as jamais voulu savoir. Tu ne me voyais plus, Sophie. Tu ne voyais qu'une femme gênante qui entravait tes plans. Tu m'as réduite à ça.
Je ne voulais pas te faire de mal. Mais tu l'as fait. Le silence entre nous pesait plus que n'importe quel cri. Elle a essayé de s'approcher, m'a touché le bras. J'ai reculé. Tu m'as jeté. Et maintenant que tu réalises que je sais vivre sans toi, tu veux quoi? Un pardon automatique? Non, je voulais juste revenir en arrière. La vie n'a pas de bouton « annuler », mais elle a des conséquences. Elle a pleuré. Pour la première fois, elle a vraiment pleuré. Sans public, sans défense. Mais je n'ai pas pleuré. Parce que là, à ce moment-là, j'étais la femme qui avait survécu. Celle qui s'était relevée après avoir été jetée à terre. Celle qui avait reconstruit sa propre histoire avec les pierres qu'on lui avait lancées. Tu n'as plus besoin de moi, Sophie. C'est ce que tu as dit, tu te souviens? Elle a hoché la tête, honteuse. Eh bien, sache que maintenant, moi non plus, je n'ai plus besoin de toi. Je suis montée dans ma voiture. J'ai fermé la portière lentement. Dans le rétroviseur, j'ai vu ma fille s'effondrer au milieu du parking. Mais cette fois, je n'ai pas couru pour la retenir. Parce que ce qu'elle avait détruit, elle devait le réparer elle-même. Et moi, j'avais une nouvelle vie qui m'attendait. Le jour suivant l'audience, le téléphone est resté silencieux. Je n'ai reçu aucun appel. Je n'en ai pas passé non plus. Je me suis concentrée sur la réorganisation de l'appartement. J'ai accroché des tableaux. J'ai passé un chiffon propre sur l'étagère. Chaque action me reconnectait à une vie qui avait un sens. Pourtant, la ville parlait. Les voisins qui m'ignoraient auparavant murmuraient à mon passage « C'est cette dame du déménagement ». D'autres changèrent de trottoir quand ils me voyaient, comme si la dignité était trop contagieuse. Au bureau de l'entreprise, j'ai surpris des échanges de regards insistants. Certains chefs qui avaient ignoré mon arrivée sentaient maintenant le poids de mes rapports. C'est Isabelle, de la banque, qui m'a raconté « J'ai entendu dire qu'il y a eu une audience et que vous avez parlé avec une froideur impressionnante. On dit même que la juge a été marquée par votre témoignage. » J'ai ressenti un mélange de fierté et de peur. Pendant ce temps, Sophie a dû faire face à une nouvelle réalité. La convocation judiciaire a fait le tour des couloirs de son immeuble. J'ai entendu dire que certains résidents discutaient. Est-ce que c'est vrai? Va-t-elle vraiment lui rendre la moitié de la maison? La nouvelle est parvenue à l'école de Camille et s'est répandue comme une traînée de poudre. Les professeurs se lancèrent des regards. Ses amis abordèrent le sujet avec elle dans les couloirs. Elle est devenue la cible des conversations d'adultes. Les chuchotements existent. J'ai reçu la visite de Madame Françoise, mon ancienne voisine. Elle a frappé à ma porte le lendemain matin. « Chantal, j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai tout vu. » Elle m'a remis un témoignage écrit. Je sais à quel point vous vous occupiez de tout ici et comment elle vous traitait. C'était du contrôle, Chantal, pas de l'attention. Mes oreilles et mes yeux en ont été témoins. J'ai glissé ce document dans la poche de mon manteau. C'était comme si j'avais planté une graine de vérité. Et elle grandissait. La presse locale m'a envoyé des messages. Des podcasts ont parlé de héritage sentimental et juridique face aux liens du sang. Mais personne ne m'a interviewé. Pas encore. La presse observe. Mais qui s'expose? Heureusement, j'ai de la valeur, sans avoir besoin d'une scène. Dans l'immeuble de l'entreprise, ils ont publié une note interne. Nouvel associé prend ses fonctions. Certains ont souri, d'autres m'ont applaudi discrètement. Ceux qui m'ignoraient auparavant respectaient désormais mon silence actif. Puis est venue la réunion finale. Ils n'avaient invité que les 3 associés minoritaires pour signer les papiers de la division des parts. Mais la salle s'est remplie. Employés, anciens collaborateurs de François, des gens qui travaillaient là quand je faisais le ménage dans l'entreprise, personne n'a révélé mon nom. Mais tout le monde savait. Quand je suis entrée dans la salle pour la première fois en tant qu'associé majoritaire, il y a eu un silence qui a retenti. C'était la solitude de la reconnaissance tardive. « Madame Moreau ?» a demandé quelqu'un. « C'est vous la nouvelle patronne ?» J'ai souri seulement avec les yeux. Je suis une associée et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous me verrez comme telle. Ne vous arrêtez pas au genre. Regardez ce que la personne fait. Je n'ai jamais parlé avec autant de respect sans dire un mot dur. En d'autres temps, quelqu'un aurait dit « celle-là, je la sous-estimerais ». Mais le silence parle plus fort. Quelques heures avant l'audience publique finale, où la sentence serait officiellement annoncée, j'ai reçu un message de Camille. Elle a peur. Mamie, elle tremble. La petite savait ce qui se passait. Elle le sentait. Et moi, je ne m'étais jamais sentie aussi vivante.
Sophie est arrivée en retard. Elle portait une chemise, les cheveux attachés, un maquillage mal fait. Elle avait des cernes profonds, elle était visiblement secouée. Pour la première fois, elle semblait humaine, fragile. Le juge est entré et tout le monde s'est levé. Quand nous nous sommes assis, il est allé droit au but. Après analyse des documents, des témoignages et de l'expertise psychologique, ce tribunal reconnaît l'existence d'une contrainte indirecte dans l'acte de transfert de la résidence et ordonne la restitution de 50% de la propriété à la demanderesse, ainsi que le paiement d'une indemnité symbolique pour le préjudice moral subi. Silence. Sophie n'a pas pleuré, mais elle a serré les poings jusqu'à ce que ses doigts deviennent blancs. Je suis restée silencieuse aussi, parce que ce n'était pas un moment de victoire bruyante. C'était un instant de justice, un jalon, rien de plus. Je suis sortie de la salle sans me retourner. Sur le trottoir, j'ai trouvé Camille. Elle tenait une enveloppe. C'est elle qui l'envoie. J'ai pris l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite. J'ai reconnu l'écriture tremblante de Sophie. « Maman, tu as gagné, mais pas parce que tu as de l'argent ou la justice de ton côté. Tu as gagné parce que tu n'as jamais renoncé à toi-même. J'ai été lâche. J'ai été ingrate. Je pensais que ton silence était de la faiblesse, mais maintenant je comprends que c'était de la force. Si un jour tu peux me pardonner, je serai là. Sophie. » J'ai fermé les yeux. J'ai gardé la lettre dans mon sac. « Tu vas lui pardonner, mamie ? Pas maintenant, mais peut-être un jour. » Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai préparé mon dîner préféré. Riz au safran, courgettes grillées et un morceau de poisson au citron. J'ai allumé la radio et j'ai laissé la musique envahir la pièce. J'ai bu du vin, j'ai célébré avec moi-même. Non pas parce que j'avais gagné en justice, mais parce que j'avais reconquis quelque chose de bien plus grand, mon identité. Le téléphone a vibré. C'était un message du conseil d'administration de l'entreprise. Nous réorganisons le conseil. Votre nom a été proposé pour la présidence d'honneur. Nous sommes honorés par votre attitude tout au long de ce processus. Nous souhaitons que vous représentiez les valeurs que M. Laurent admirait. J'ai souri. Et pour la première fois depuis des décennies, je me suis sentie entière. Dans le miroir du salon, je me suis regardée et j'ai dit à voix haute « Je suis Chantal. Et à partir de maintenant, plus personne ne l'oubliera. » Je suis restée silencieuse sur le balcon de mon nouvel appartement. Le vent soufflait légèrement, agitant mes plantes. Le soleil de l'après-midi peignait des ombres sur le sol. Un temps de paix que je n'aurais jamais imaginé ressentir si tôt. J'ai passé la main sur le collier de perles que je portais à l'audience. Ce simple bijou était maintenant un effort conscient pour me reconstruire en tant que femme, pas seulement comme la mère qui s'était toujours effacée. Et j'ai compris. Prendre soin des autres est une belle chose, mais si cela efface qui vous êtes, cela cesse d'être un sacrifice pour devenir une prison. J'ai appris que l'amour a des limites, que se respecter soi-même n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Je vois maintenant que, pendant de nombreuses années, j'ai cru que je méritais ce que les autres me donnaient, que le silence pouvait protéger mon monde. Et j'ai découvert que le silence, parfois, construit des murs qui vous emprisonnent de l'intérieur. Je me suis souvenu de la première nuit au foyer, du froid, de l'odeur de moisi, la douleur d'être invisible comme si ma vie était insignifiante. Et je réalise à quel point cela a transformé mon désir. Être vue, oui, mais surtout entendue. En tant que femme, pas en tant que gêne. Arriver à ce point a été douloureux, mais aussi libérateur. Je n'ai pas seulement gagné de l'argent, j'ai gagné une voix. J'ai diminué la peur. Quand on m'a demandé si je voulais une réconciliation avec Sophie, j'ai répondu intérieurement « peut-être un jour, mais pas maintenant », parce que pardonner est un droit. Mais oublier n'est pas une obligation. Et je ne m'attends pas à ce que la vie soit parfaite à partir de maintenant. La blessure peut cicatriser, mais elle ne s'efface jamais complètement. La cicatrice est le signe que j'ai vécu, que je me suis battue, que je me suis reconnectée avec moi-même. Aujourd'hui, quand je réponds au téléphone et que j'entends « maman », je sens que je suis plus que ça. Je suis responsable de ma propre histoire, de la femme que je me suis redécouverte entre les lettres, les audiences, les témoignages et les souvenirs utilisés comme une arme contre moi. Je ne suis plus prisonnière des attentes de personne, ni de ma propre culpabilité. Je suis libre de choisir. Et ça, pour moi, ça suffit amplement. Le jugement a été publié un mardi pluvieux. La moitié de la maison m'est officiellement revenue, la valeur étant déjà calculée en indemnisation.
Je n'ai pas voulu récupérer le bien. J'ai demandé la vente. J'ai insisté pour que chaque centime soit payé par voie de justice. Je ne voulais pas de faveur, ni d'explication. Sophie a déménagé. Elle a acheté un appartement plus petit. J'ai su par Camille qu'elle était silencieuse, différente. Essayant peut-être de comprendre comment elle avait pu franchir cette ligne invisible entre le soin et le mépris. Mais c'était son problème, pas le mien. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une nouvelle lettre. Cette fois, pas de demande de pardon. Juste une phrase. Tu m'as plus appris avec ton silence que je ne l'aurais jamais fait avec des cris. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais je l'ai gardé. Parce que j'ai appris, moi aussi. Et je n'ai pas l'intention d'oublier. Camille a continué à me rendre visite chaque week-end. Nous avions nos rituels simples, des crêpes le samedi, un thé le dimanche, un film sur le canapé avec un plaid. Sa chambre s'est remplie d'odeurs de fleurs d'oranger et de rire. Elle disait « C'est ici l'endroit où personne ne me juge ». Et c'était vrai. Dans l'entreprise, je suis restée ferme. J'avais ma place aux réunions. Parfois, je ne faisais qu'observer. D'autres fois, je posais une question qui démontait des présentations entières. J'ai appris à ne pas trop parler. Le temps enseigne que les mots justes, au bon moment, sont plus puissants que n'importe quel argument. Peu à peu, on a cessé de me voir comme la veuve de Laurent ou la mère de celle qui a été poursuivie. On a commencé à m'appeler par mon nom, Chantal. Tout simplement. J'ai acheté une nouvelle maison, de plein pied, avec un jardin et un portail bleu. J'ai planté des hortensias. Dans le jardin, j'ai mis 2 fauteuils à bascule. Un pour moi. L'autre pour qui voudra rester en paix quelques minutes. Je n'ai plus jamais eu besoin de demander la permission d'exister. Et si quelqu'un me demande aujourd'hui qui je suis, je ne dis pas que je suis la femme qui a gagné en justice. Je dis « je suis la femme qui est revenue à elle-même » et je n'accepterai jamais moins que ça. Plus jamais. Pendant longtemps, j'ai cru que mon rôle dans le monde était de servir. Me lever tôt, cuisiner, recueillir des miettes d'attention. Faire semblant que le peu suffisait. Peu à peu, j'ai disparu. D'abord dans les mots, puis dans les gestes. Finalement, dans la maison que j'avais moi-même construite. On m'a traité comme une gêne. Comme si l'amour d'une mère avait une date de péremption. Comme si, passé un certain âge, on devenait un poids, un fardeau, un reste. Mais en regardant tout ce que j'ai affronté, je comprends que cela n'arrive pas qu'à moi. Peut-être que vous, qui m'écoutez, avez aussi ressenti cela. Cette douleur invisible de ne plus être regardé avec respect, d'être rejeté par ceux que vous avez le plus aimés, d'être réduite au silence par quelqu'un qui aurait dû vous protéger. Si cela vous a touché, respirez profondément, parce qu'il est encore temps de vous relever. Personne n'a le droit d'effacer l'histoire que vous avez écrite avec tant de sacrifices. Personne ne peut vous enlever votre valeur. Et si vous vous êtes déjà senti oublié, diminué ou utilisé par ceux qui devraient vous remercier, sachez que vous n'êtes pas seul. Écrivez ici dans les commentaires. Moi aussi, j'ai appris à dire ça suffit. Partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin de se rappeler que la dignité n'est pas un luxe. C'est un droit. Et si quelqu'un vous a fait croire que vous ne servez que tant que vous êtes utile, montrez à cette personne que l'amour n'est pas de la servitude. Parce que chaque femme a une limite. Et quand elle apprend à se choisir, le monde entier change.